Bonjour à tous, bienvenue au comité technique de l'Oise Somme-Oise avec 3 exposés aujourd'hui par la délégation régionale. Le retour sur les faits marquants par Johan de Beauvais. On fera une série de questions à l'issue de cet exposé. Ensuite, Cédric Royer nous parlera d'adapter le désherbage des graminées dicotylédones avec les solutions disponibles à ce stade. Une nouvelle série de questions. Puis, optimiser la gestion de la staphylosporiose par Gaylord Denisot avec une dernière série de questions. Pour poser vos questions, petit rappel, il suffit d'aller dans l'onglet chat, questions. Vous posez la question et je poserai la question au moment venu au bon interlocuteur. Vous pouvez toujours vous abonner à nos alertes SMS en allant sur le site internet de l'ITB et vous abonner à nos alertes SMS comme newsletter qui sont gratuites. Ensuite, je voulais vous parler de la comité technique spécial jaunisse qui aura lieu le 21 janvier 2025 à 9h30. Un comité technique en visio, donc pareil, vous pourrez flasher sur le QR code présent sur cette slide et vous participerez au comité technique en vous inscrivant de la même façon que vous êtes inscrit aujourd'hui à notre webinaire. Et nous ferons un point sur les 3 années de PNRI et notamment la dernière année d'essai en cours, qui vient de terminer. Un dernier point, une information, Désherbe à venir, qui aura lieu les 21 mai et 22 mai 2025 à côté de Reims, à Betheny, dans la Marne, sur la ferme Terra Solis. Donc, vous avez connu Désherbe à venir dans votre région à Berny-en-Santerre, il y a quelques années, et donc c'est la 9e édition que nous réaliserons cette année à Reims, aux dates indiquées. Johan, je te laisse la parole pour nous indiquer les faits marquants de cette année 2024. Oui, bonjour à tous. Donc tout d'abord, au nom de l'ITB de la délégation, je vous présente tous nos vœux pour cette nouvelle année 2025 et bien sûr une excellente campagne agricole et des excellents rendements betteraviers. Donc en effet, nous allons revenir sur la campagne 2024 et les enseignements en tirés pour la campagne 2025. Alors tout d'abord, le premier fait marquant, c'est les conditions météo de l'automne et de l'hiver 2023-2024, avec, comme vous en souvenez tous, énormément d'eau, une campagne très très pluvieuse sur cette période-là, qui n'a pas permis d'anticiper les semis. Donc on a connu plutôt des semis très tardifs en 2024. Donc, vous avez ici l'histogramme, là où vous avez ma souris, donc on a une date moyenne, donc 50% des semis ont été effectués au 13 avril. Donc encore quelques jours d'écart, 7 jours d'écart avec l'année 2023 qui était déjà une année compliquée au niveau des semis. Et la moyenne, on est plutôt au 29 mars, donc plutôt sur la fin mars. Après, ce que l'on peut voir, vous avez ici en jaune, les losanges jaunes, ce sont les rendements moyens des campagnes. Donc, ce que l'on voit, c'est que on sait qu'on handicape sa productivité en fonction de la date de semis, mais tout n'est pas joué non plus à la date de semis. Les conditions climatiques du printemps et de l'été ont une influence aussi sur le rendement betteravier. Et ce que l'on peut voir, c'est que finalement, en ayant une date de semis au 13 avril, on a des rendements moyens qui sont bien légèrement en dessous de la moyenne 5 ans, mais on est assez proche de celle-ci malgré l'écart d'une quinzaine de jours de semis. Donc, c'est surtout pour signaler ça que le semis tardif, c'est handicapant sur la productivité, mais si on a des conditions par derrière favorables, cela peut se rattraper. Par contre, ces conditions très humides ont eu différents facteurs qui peuvent être plus ou moins positifs sur la betterave. Donc, d'avoir des sols très humides. Donc, on a pu connaître parfois, notamment en 2023 ou en 2022, des pluies qui arrivaient plutôt très tardivement, peu de temps avant les semis. Donc, on avait essentiellement un ressuyage défaillant superficiellement sur le sol. En 2024, avec des pluies qui ont démarré au 20 octobre 2023, on a aussi le sous-sol qui était gorgé d'eau, un ressuyage qui était insuffisant en surface et en profondeur, ce qui a engendré parfois des problèmes de structure en profondeur, donc qui peut impacter l'enracinement par le poids des outils, mais aussi on peut connaître des problèmes de lissage. Donc ici, voilà un des phénomènes de ces sols gorgés d'eau. Ce qu'on a pu voir, c'est des problèmes de structure limitant la plantation. Donc vous avez sur la photo de gauche, ici on voit une betterave quasiment à la profondeur de préparation du sol qui a fourchu. Donc c'était plutôt tout début juin. Une photo plus tardive, plutôt au courant juillet, on voit que on avait aussi une betterave qui était fourchue, qui avait du mal à avoir une bonne implantation du fait de la compactation en profondeur. Autre phénomène, c'est que
ce tassement, quand on connaît des pluies qui restent abondantes durant le printemps, ça peut aussi limiter l'infiltration de l'eau. C'est ce qu'on a pu connaître dans certaines parcelles, hein. Donc, on avait des betteraves qui étaient asphyxiées, hein, et en fait, l'asphyxie des betteraves engendre aussi peut-être une perte de productivité, hein, puisque quand on n'a pas d'air, la betterave a aussi du mal à pousser. Ça revient à avoir un sol extrêmement sec, hein. Si on n'a pas d'eau, les betteraves ne poussent pas, mais si les racines sont plongées dans l'eau, elles ont du mal à pousser. Donc, on a pu connaître des retards comment dire, de végétation, mais aussi des pertes de productivité dues à ces impacts-là. Par contre, un des phénomènes plutôt positifs, hein, qui dit conditions humides, dit plutôt bonne qualité de désherbage. Donc ici, je vous présente notre enquête désherbage, hein. Donc c'est une enquête qui est faite plutôt en fin d'été, courant août, hein, où de la voiture, on observe la propreté de la parcelle, on met une note. Donc ce que l'on peut voir, c'est que finalement, hein, dans les parcelles satisfaisantes, on est à 80%, hein, donc on a quand même augmenté par rapport à la moyenne 5 ans, celle-ci, hein, de 6%, et on a une baisse aussi, hein, on va dire, des parcelles qui sont très insuffisantes, hein, donc très très sales, hein. On a une baisse de 3% par rapport à la moyenne 5 ans. Donc qui montre bien l'année 2023 qui était aussi une année plutôt humide, hein. On a aussi ces phénomènes-là, de plutôt un désherbage qui est de meilleure qualité, hein. C'est dû déjà au fait que les racinaires, on a une augmentation de l'efficacité des racinaires, donc couplé à l'efficacité des herbicides foliaires, on a un meilleur désherbage. Cédric reviendra plus tard, hein, sur le désherbage. Bon, ce bon désherbage, vous avez dû le voir aussi, hein, a pu causer par contre quelques problèmes de sélectivité. Donc Cédric vous présentera cette partie-là, hein, sur la sélectivité et faire attention notamment en conditions humides au surdosage l'adaptation des doses, hein, et notamment des racinaires. Donc, ce qu'il faut faire attention, hein, parce que bon, ce qui dit aussi baisse de sélectivité, qui dit betterave mal implantée, dit betterave qui pousse mal. Et pour limiter ces pertes-là, le seul moyen, on ne peut pas connaître le climat à l'avance, on ne peut pas jouer sur le climat, mais le seul moyen de limiter les pertes de population, hein, c'est de soigner la qualité de son semis, donc de soigner la qualité de sa préparation. Il faut veiller à avoir une qualité de préparation, donc un sol qui n'est pas trop moteux, bien rappuyé, bien nivellé. Ça permettra une meilleure vitesse de levée de la betterave, hein. Donc plutôt ce que vous avez sur la photo de droite, c'est plutôt ce qu'on va rechercher. Et cette meilleure aussi implantation permettra une pousse des betteraves la plus rapide possible, hein, qui limitera les stades différents des betteraves, donc meilleure sélectivité au niveau du désherbage, mais aussi moindre perte au niveau du parasite souterrain, des pertes de pieds dues au parasitisme souterrain. Donc les situations à proscrire. Donc là ici vous voyez un sol qui est très vol, donc en manque de rappuyage et en plus très moteux. Donc là vous avez plutôt des conditions plutôt défavorables à la bonne implantation de la betterave. Donc on limitera la vitesse de levée, on aura aussi plus de problèmes, on aura plus on va dire, de levée décalée, encore plus difficile de positionner ces désherbages et notamment le désherbage mécanique. Et là, le fait d'avoir du sol moteux et aussi avec un rang qui est plus enfoui, on a quasiment une incapacité à faire du désherbage mécanique dans ce type de préparation, hein. Donc faites bien attention, hein, pour limiter les pertes de population, que ce soit par la baisse de sélectivité des herbages, mais aussi par le fait du parasite souterrain, ce qu'on a pu connaître depuis 2 ans, hein, il faut bien faire attention à bien préparer son sol, à bien le rappuyer pour avoir une bonne vitesse de levée. Et aussi, point important, hein, c'est à la profondeur de semis. On a le traitement de semences en force 20 CS, donc de la telvutrine. On est obligé on a une réglementation qui impose un semis moyen de 2,5 cm de profondeur. Il ne faut pas aller au-delà de ces 2,5 cm de profondeur. Un semis trop profond augmentera aussi ces problèmes de perte de pied. Donc voilà pour cette partie plutôt printanière. Ensuite, on va partir plutôt sur l'été, hein, et la récolte. Donc on a eu des conditions propices aux pois racines, mais ce qu'on a pu voir, hein, c'est des richesses qui étaient plutôt décevantes, hein, où on a plutôt en richesse moyenne autour de 16,5, donc tout juste dans les normes. Donc un des faits, hein, qui peut expliquer ces problèmes de richesse et aussi un excédent de pluie. Donc ici, je vous mets un graphique, hein, qui reprend la pluviométrie mensuelle en pourcent de la normale, donc de 90 à 2020. Donc ce qu'on peut voir, hein, c'est qu'on est en majorité plutôt excédentaire en pluie, hein. On est relativement stable au mois de juin. Donc vous avez en bleu
la station d'Amiens, en orange la station de Beauvais. On voit que le mois de juillet est très fortement excédentaire, notamment sur Beauvais, on est à plus de 100% de la normale, donc on a plus de doublé les conditions, les quantités de pluie sur ce mois-là. Au mois d'août, on est plutôt légèrement déficitaire, mais on voit que le mois de septembre, on revient en excédent d'eau, donc cet excédent d'eau est propice aux pois racines, et notamment en fin de cycle sur le mois de septembre, avec des conditions de température qui étaient plutôt relativement douces, on a plutôt production de feuilles. On peut aussi avoir des minéralisations de l'azote plus tardives, donc des libérations aussi décalées d'azote qui sont plutôt néfastes à la richesse. Autre phénomène qu'on a pu connaître, on dit beaucoup de pluie, mais qui dit aussi ce ciel très couvert, dit aussi un manque d'ensoleillement. Donc on sait que l'ensoleillement est important, notamment pour la photosynthèse qui sert à l'élaboration de la richesse. Donc ici, je vous remets les quantités de... Donc là, c'est exprimé en pourcent de la normale de l'ensoleillement, donc la durée d'ensoleillement journalier, donc là que j'ai cumulé sur le mois, et j'ai mis 2 années. J'ai pris qu'une station météo, mais le schéma est comparable sur d'autres. Donc je vous ai mis Beauvais 2019. Alors pourquoi 2019 puisque c'est une des dernières années où on a une richesse moyenne qui était plutôt assez élevée, donc on était à 19 de richesse. Et là, je vous ai mis l'année 2024, où on est sur une année où on a eu du mal à aller à plus de 16,5 de richesse. Ce que l'on voit, c'est que contrairement à la pluie, où on avait plutôt des mois qui étaient excédentaires au niveau de la pluie, là on est plutôt sur des mois qui sont en 2024 en majorité déficitaires au niveau de quantité de lumière. Donc voilà, il n'y a que le mois d'août qu'on est relativement stable, mais de juin à juillet et septembre, on est très déficitaire en lumière. Donc ce qui peut aussi expliquer le fait qu'on a eu du mal à faire de la richesse sur nos betteraves. Autre point, vous n'êtes pas tous concernés, mais un fait majeur de l'année, c'est la présence de mildiou sur les parcelles. Donc je vous ai mis la photo des symptômes, ici la photo de gauche. On voit le cœur qui se rabougrit, les feuilles qui se flétrissent. On peut aussi avoir un duvet gris qui apparaît et aussi les feuilles de la vieille couronne qui ont tendance à jaunir. Donc bien faire attention à pas confondre avec de la jaunisse, mais des vieilles feuilles qui jaunissent et le cœur qui est plutôt rabougri, c'est présence de mildiou. Donc on a eu quelques cas sur la délégation. Donc on sait que il a fallu, c'est plutôt les conditions du printemps plutôt très humides qui ont été favorables à ce développement de champignons. On l'avait connu en 2014, donc ça fait, il a fallu 10 ans pour reconnaître ce phénomène-là. Et voilà, on a mesuré sur une parcelle. Je vous présente les résultats au niveau de la richesse. On a prélevé sur plusieurs zones des betteraves saines. Sur ces mêmes zones, on a pris des betteraves malades et la présence de mildiou peut engendrer entre les betteraves saines, donc c'est une comparaison betterave saine, betterave malade, donc avec mildiou, on peut avoir jusque en moyenne 2 points de richesse. Donc là, c'est sur plusieurs essais, on a eu en moyenne 2 points de richesse de perdu. Donc cela, c'est à remettre aussi, c'est pas 2 points à l'échelle de la parcelle, donc c'est à remettre par rapport à la surface de la parcelle touchée. Si vous avez moins de 10% de la parcelle touchée, il n'y a quasiment aucun effet sur la richesse. Donc on va dire que la majorité des parcelles sont plutôt dans ce cas-là, mais quelques parcelles avec 50 voire plus de surface touchée par le mildiou ont pu engendrer aussi un défaut de richesse sur ces parcelles-là. Autre point, donc c'est la cercosporiose qui peut engendrer une mauvaise maîtrise de la cercosporiose. Par défoliation, on peut avoir une perte de richesse aussi entre 1 point, 1,5 point, voire jusque 2 points dans le pire cas. Donc sur ce point-là, c'est plutôt Gaylor qui reviendra. On n'a pas eu de jaunisse cette année, mais la jaunisse peut aussi avoir des pertes de la richesse. Ce n'est pas le cas cette année. Et on va vous présenter un peu en préambule du CT jaunisse une vidéo sur les avancées sur la recherche contre la jaunisse. Juste après le point à retenir. Donc à retenir, pour limiter les pertes, augmenter la sélectivité de ces herbicides, il faut soigner la qualité de la préparation de son sol et du semis pour avoir les betteraves qui poussent le plus rapidement possible et essayer de contrebalancer les effets climatiques, que ce soit l'excédent d'eau et manque de chaleur ou le manque d'eau et l'excès de sécheresse. La structure peut être aussi un facteur limitant sur la productivité par un défaut d'enracinement, donc aussi une perte de bois racine. Et il n'y a pas une explication seule sur le fait qu'on a des richesses qui ont du mal
à augmenter, des richesses faibles sur les 2 années qu'on vient de passer. L'explication est multifactorielle, comme je vous l'ai vu. Il y a le climat, il y a le décalage de la minéralisation de l'azote qui peut avoir un effet, il y a les phénomènes de mildiou, les phénomènes de cercosporiose qui peuvent engendrer cela, et le climat par la pluie ou le manque de soleil. Donc, juste avant les questions, on va vous passer le petit film sur les avancées du PNRI. De 2020 à 2023, le PNRI, Plan national de recherche et d'innovation vers des solutions opérationnelles contre la jaunisse de la betterave sucrière, a réuni une quarantaine de partenaires travaillant sur 23 projets de recherche. Ce plan était doté de 20 millions d'euros de financement au total, dont 7 millions d'euros publics. Les itinéraires techniques développés dans le PNRI visent à retarder au maximum la date de première contamination des betteraves. On considère une perte de 1 à 2% de rendement par semaine à partir de l'infection. C'est pourquoi il est nécessaire de tester des solutions qui protègent la betterave au stade jeune. Après 3 ans de recherche, il est temps de faire le bilan des solutions sur lesquelles nous avons pu mesurer une partie de l'efficacité. Quelles sont les pistes de gestion de la jaunisse explorées dans le PNRI ? Commençons par les réservoirs viraux. Ce sont des plantes qui hébergent les pucerons ou les virus de la jaunisse durant l'hiver. Les pucerons s'y alimentent avant de coloniser les parcelles de betteraves au printemps, en leur transmettant les virus responsables de la jaunisse. Lorsque les betteraves sont arrachées, les pucerons retournent sur les plantes réservoirs et le cycle recommence. À ce jour, plusieurs réservoirs de virus et de pucerons ont été identifiés, tels que les betteraves porte-graines ou les repousses de betteraves, qui font partie des principaux réservoirs viraux identifiés. Des conseils spécifiques pour les détruire sont disponibles sur le site de l'ITB. Il existe aussi la facélie, ou encore le colza, qui est quant à lui seulement réservoir de pucerons. Les recherches se poursuivent pour améliorer la connaissance des réservoirs de virus et de pucerons. À noter que la gestion des réservoirs viraux doit être effectuée par tous pour avoir un effet significatif. Poursuivons avec les variétés tolérantes. L'exploration de la génétique menée dans le PNRI a permis plusieurs évaluations, celle des variétés hybrides en cours de sélection et celle des variétés en cours d'inscription. Les recherches de variétés tolérantes sont encore en cours. Troisième piste, les plantes compagnes qui sont des espèces cultivées avec la betterave sucrière en début de cycle, permettant de réduire les populations de pucerons vecteurs de jaunisse. Elles pourraient agir comme des plantes barrières qui camouflent les betteraves ou des plantes odorantes répulsives, mais leur mode d'action est encore mal connu. Plusieurs espèces ont été testées durant ces 3 années de recherche et celles qui ont donné les meilleurs résultats sont l'avoine, l'orge de printemps et la févrole. On observe une réduction des symptômes de jaunisse allant de 32 à 43% et une réduction des populations de pucerons allant de 19 à 36%. Les plantes compagnes peuvent d'ores et déjà être mises en place au champ. L'itinéraire technique est simple. Il consiste à semer l'avoine et l'orge de printemps à 75 grains par mètre carré ou la févrole à 20 grains par mètre carré au moment de la préparation du sol, la veille de semer les betteraves. Les plantes compagnes doivent être détruites chimiquement ou mécaniquement si elles sont semées en interrang. Pour éviter toute concurrence, la destruction a lieu au stade 4 à 6 feuilles des betteraves. En effet, plus la destruction est tardive, plus la perte de rendement engendrée par la concurrence est élevée. Ensuite, les allomones, qui sont des parfums naturels de plantes possédant plusieurs actions de biorégulation sur les pucerons. Effets répulsifs, effets sur la reproduction et perturbation de l'alimentation. Concernant l'itinéraire technique, ce sont des granulés qui s'appliquent en préventif à l'aide d'un épandeur centrifuge et pourraient potentiellement permettre de décaler la date d'application du premier apicide. Une efficacité sur la réduction des populations de pucerons est observée dans certaines parcelles, mais qui ne se traduit pas dans nos essais par une réduction des symptômes de jaunisse ou de l'impact sur le rendement. Les travaux sont donc à poursuivre pour confirmer les premières tendances et évaluer l'intérêt de cette solution pour réduire l'impact de la jaunisse. Enfin, voici des causes de sarrasin. Elles servent à héberger des larves de chrysopes afin de les nourrir et de faciliter l'épandage. L'épandage d'œufs de chrysope est aussi testé dans de la rafle de maïs à une concentration de 40 œufs au mètre carré. L'objectif des lâchers d'auxiliaires est d'augmenter artificiellement les populations d'insectes prédateurs et donc d'accroître le contrôle des pucerons par la régulation biologique.
Il est intéressant de les apporter au champ avant leur apparition naturelle, qui a toujours lieu 3 à 5 semaines après l'arrivée des pucerons. Les larves de chrysopes mangent plusieurs centaines de pucerons au cours de leur croissance. Les larves sont épandues à l'aide d'un épandeur centrifuge à 5 larves au mètre carré. Pour que l'efficacité soit optimale, il faut que les pucerons soient déjà présents sur la parcelle. Pour que les larves survivent, il faut qu'elles aient des pucerons à consommer. Une efficacité sur pucerons et jaunisse a été observée sur quelques essais. Le coût de production doit baisser pour que la solution soit utilisable en conditions réelles. En complément de ces leviers testés, l'outil d'aide à la décision Alerte Puceron permet de suivre l'évolution de la pression en s'appuyant sur les observations du réseau et indique le nombre de traitements réalisés sur les parcelles surveillées. Cet outil est disponible gratuitement sur le site de l'ITB. Malgré tout le travail mené, les solutions identifiées nécessitent encore d'être affinées. C'est l'objectif du PNRIC qui vise à consolider ses connaissances et finaliser l'opérationnalisation des solutions sur la période 2024-2026. Pour suivre les avancées de ces recherches, abonnez-vous à PNRI Info, la newsletter du PNRIC. On commence la première série de questions, donc n'hésitez pas à les poser, comme je vous l'ai dit, dans l'onglet chat questions. Je tenais à vous informer que toutes les présentations qui seront faites ce matin seront disponibles en replay sur le site internet de l'ITB. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire des captures d'écran pendant les exposés. Vous allez tout retrouver sur le site à l'issue de la réunion, une bonne demi-heure après, 1 heure après. Et donc, Johan, j'ai quelques questions. Tu nous as parlé de préparation de sol, mais quel est l'impact des ravageurs souterrains et que faut-il faire pour lutter contre les limaces, par exemple? On va parler de limaces ou de taupins. Est-ce qu'il y a des préconisations particulières? On va dire que c'est un peu le but de mon intervention, c'est que le premier point à vérifier, c'est de vérifier à mettre sa betterave dans les meilleures conditions possibles, hein. Donc d'où l'importance d'un bon répuyage, d'un bon nivelage de son sol et de ne pas avoir un excès de profondeur aussi de semis, hein, puisque bien souvent, moi, quand j'étais constaté des fortes pertes de population sur des parcelles dues à du parasite souterrain, et ben, c'était souvent des betteraves qui étaient terrées à 3 voire 4 cm de profondeur. Donc là, déjà, on met en difficulté le traitement de semences. Hein. Plus on enterre profond, moins on a une bonne protection et on a aussi moins une vitesse de levée des betteraves, une vitesse de pousse ralentie. Donc on amplifie le problème. Donc c'est un des premiers points, c'est de veiller à cela. Ensuite, dans de rares cas, hein, des parcelles bien particulières où on a des gros problèmes de parasites souterrains identifiés, hein, donc on va dire que c'est très peu de parcelles concernées, c'est des anciennes pâtures où on sait que tous les ans on a une grosse pression parasitaire. Là on peut renforcer avec du microgranulateur, donc le Força 5G, à 7 à 10 kg à l'hectare. Bien sûr c'est un surcoût, donc bien identifier les parcelles à fort problème. Mais je dirais le principal facteur pour limiter ces problèmes, c'est comme j'ai dit, hein, veiller à optimiser la préparation de sol et optimiser la vitesse de levée par le fait de ne pas terrer trop profond vos betteraves, d'aller au maximum à 2,5 cm. Hein, et dès qu'on a du force 1 CS, force 20 CS, donc la téflutrine en traitement de semences, il faut respecter ces 2,5 cm. Au niveau des limaces, hein, c'est de faire attention, hein, de surveiller ces parcelles régulièrement, notamment les années humides, et peu importe les types de sols. Ce qu'on a pu le connaître cette année, hein, c'est que finalement, on a eu des présences de limaces sur toutes les parcelles, hein, plus ou moins fortes, notamment en fonction de la parcelle voisine, hein, mais c'est de surveiller attentivement, régulièrement, dès qu'on a des conditions très humides, c'est d'observer, dès que vous voyez la présence de limaces ou de quelques morsures, c'est d'intervenir avec les solutions homologuées en anti-limaces. Et après, c'est faire aussi attention, hein, moins on a de travail du sol, on a aussi moins on travaille son sol durant l'intercampagne, tout en respectant aussi la réglementation en vigueur, notamment le PAR, hein, donc la réglementation nitrate. Hein, c'est le travail mécanique du sol peut limiter les invasions de limaces ou aussi de parasites souterrains. Hein. Si on casse les cycles, hein, on empêche les œufs d'éclos, on diminue aussi la pression parasitaire. Donc voilà un peu pour cette partie-là. Merci Johan. Tu nous as parlé aussi de désherbage et qu'il y avait un certain nombre de parcelles avec un désherbage insuffisant. Quel est l'impact sur le rendement, puisque tu nous as parlé de rendement, notamment de la richesse, oui. Mais quel est l'impact des mauvaises herbes sur le rendement des betteraves? Alors l'impact des mauvaises herbes, tout dépend aussi du type d'investation et de la période d'investation. Si on est sur des relevés très tardives, courant d'été, on va dire que l'impact sur le rendement sera beaucoup plus faible. Si on a un impact
une forte population dès le début du cycle de la betterave, ça peut avoir un impact plus marqué. Hein. Tout dépend aussi du type d'adventice. Hein. Il y a des adventices qui sont plus ou moins pénalisantes au niveau du rendement, au niveau concurrentiel. Hein. Pour exemple, hein, sur un kénopode, 3 kénopodes au mètre carré peut causer jusque 10 tonnes de perte de rendement. Hein. C'est des essais qui avaient été faits il y a de longues années, hein, qui avaient montré que le kénopode est une plante très invasive. Mais comme j'ai dit, hein, tout dépend de la période d'ensalissement. Plus il sera précoce et fort, plus on pourra avoir un impact marqué sur le rendement. Merci Johan. J'ai des questions qui arrivent sur le désherbage, mais comme c'est le sujet qui arrive derrière, on va laisser la parole tout de suite à Cédric, je pense, pour qu'il nous fasse un point sur le désherbage des graminées et des dicotes. Et ensuite, on arrivera à une série de questions. À toi, Cédric. Oui, merci Ghislain. Bonjour à tous. Voilà les petits réglages. Donc aujourd'hui, mon sujet sur le désherbage, c'est comment l'adapter en vue de l'année 2025. Donc tout d'abord, il y a un nouveau contexte réglementaire avec la non-réhomologation de la molécule en Europe triflusulfurométhyle. Donc 2024 était la dernière année d'utilisation de produits type Safaridio qui ne seront plus utilisables en 2025. Ça, c'était pour les adventices dicotylédones. Et puis, pour les graminées, la molécule S-métolachlore n'a pas non plus été réhomologuée en Europe, ce qui fait que le produit type Mercontorgol ne sera plus utilisable en 2025. Pour la Valex 480, c'est un petit peu différent. C'est un retrait de l'AMM qui est utilisable jusqu'au 29 mars 2025, mais la molécule trialate est toujours homologuée en Europe et un nouveau produit pourrait être homologué dans les prochaines années à base de trialate. Donc, pour le désherbage, il est nécessaire de le raisonner, bien entendu. Une connaissance de la parcelle est nécessaire, notamment en vue d'un traitement de pré-émergence. À l'ITB, il est conseillé dans des fortes infestations d'ombellifères, d'Amimagus en particulier, avec l'utilisation en pré-émergence de produits à base de Quinmérac, type K0 ou Goldtix Silver, à base de Quinmérac. L'observation régulière des parcelles lors des premiers traitements, va permettre d'adapter les produits et les doses, puisque les produits ont chacun un spectre particulier. Donc, en fonction de la flore qui sera visible dans la parcelle, vous pourrez adapter et mettre les bons produits qui sont adaptés. Enfin, il est nécessaire de toucher des adventices qui sont très petites au stade point vert à cotylédon, donc une bonne qualité de pulvérisation va permettre de toucher ces adventices qui sont préjudices pour les betteraves. Ensuite, la cadence des traitements, le semis, donc possibilité de faire un traitement de post-semis prélevé. Donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est conseillé, forte infestation d'Amimagus pour les produits à base de Quinmérac, puis 2 à 3 semaines après le semis, le premier traitement de post-émergence qui sera suivi 7 à 8 jours après d'un deuxième traitement. Ensuite, le troisième traitement, éventuellement un quatrième, sera effectué en fonction des efficacités des 2 premiers traitements, puis en fonction des levées et des types d'adventices dans la parcelle. Un binage en fin de période est également possible en fonction des conditions climatiques et de l'enherbement de la parcelle. Donc ça, je vous ai présenté la méthodologie traditionnelle. Aujourd'hui, il y a une autre méthode de désherbage qui est la méthode SMART, avec le produit Convido One à base de foram-sulfuron et de thiène-carbazone méthyle. Donc, il est nécessaire de semer une variété SMART. La variété SMART va tolérer le traitement de Convido One, puisque ces 2 molécules font partie de la famille des sulfolinureux. Et une fois le semis de cette variété SMART, on peut réaliser donc le désherbage se fera en 2 passages, avec pour base le produit Convido One à 0,5 litres par hectare, lorsque les kénopodes auront 2 feuilles. Ce produit Convido One est obligatoirement accompagné de partenaires et d'huile. Les partenaires donc, sont les produits
traditionnels, par exemple le fenmidifam et l'étofumésate, et ils vont permettre une durabilité de la technologie et d'apporter d'autres modes d'action aux molécules sulfonyluréées. 10 à 14 jours ensuite, lors des relevés, le deuxième traitement, avec toujours comme base le Convido-One à 0,5 litres par hectare, des partenaires qui peuvent être différents des partenaires du premier traitement et adaptés au relevé avec de l'huile. Donc, c'est une technologie qui n'est pas employée partout, qui est possible dans les conditions d'enherbement difficiles, avec des parcelles difficiles à désherber avec la méthode traditionnelle. Cela montre depuis 2 ans des efficacités, des très bonnes efficacités. Malgré tout, il y a quelques points de vigilance sur les résistances. Si une adventice a une résistance avérée dans la parcelle au mode d'action 2, donc au mode d'action des sulfolinurés, la technologie ne pourra pas être mise en place dans la parcelle. Les montées à graines, bien entendu, sont à retirer obligatoirement de la parcelle. Les graminées seront à gérer de façon spécifique avec de la clétodyme et puis la diédentation nécessaire, comme dans la méthode traditionnelle, donc un petit peu à part des 2 passages de Convido-One. Sur ces variétés, la qualité technologique d'extraction du sucre est un petit peu en dessous des variétés traditionnelles. Et puis, il a été constaté sur ces variétés lors de l'automne quelques pourritures de betteraves sans qu'on sache aujourd'hui la raison. Donc, à l'ITB, nous avons depuis 2 ans effectué des essais en se projetant sur le désherbage sans triflusulfurométhyle, ici avec une forte infestation d'Amimagus. 2 essais, un dans l'Aisne en 2023 et un dans la Marne en 2024. Vous voyez les notations effectuées avec pour limite de 7, qui est la limite de satisfaction. Et on avait pour 250 grammes de Quinmérac à répartir dans les modalités. Donc à gauche, on a mis les 250 grammes uniquement en pré. Donc on n'avait plus la possibilité de le remettre en poste avec une note qui est pas très bonne, entre 4 et 5 sur 10. Ensuite, on a mis le Quinmérac uniquement en poste au milieu. Donc la note est un petit peu meilleure, mais reste insuffisante, inférieure à 6 sur 10. Et puis, on a fait le Quinmérac en pré et en poste. Et là, on a obtenu une note satisfaisante entre 7 et 8 sur 10. À noter que dans l'essai dans la Marne en 2024, on avait également une modalité avec la technologie Smart que je vous ai présentée précédemment. Et cette technologie a obtenu dans la Marne en 2024 la note de 10 sur 10. Donc, c'est également une possibilité lors de fortes infestations d'Amimagus d'utiliser cette technologie Smart. Après, dans la Marne en 2024, il y avait une partie avec une plus faible infestation et on a constaté que lorsque l'affectation est plus faible, la modalité Quinmérac uniquement en poste obtenait de très bons résultats. Donc, pour de plus faibles infestations d'Amimagus, on peut les gérer également uniquement en poste sans effectuer de traitement de pré-émergence à base de Quinmérac. Maintenant, toujours quelques expériences sans triflusulfurométhyle. Ici, un essai sur matricaire en Normandie, 54, il y en avait 54 par mètre carré. On est parti d'un mélange de base avec Bétanal 0,8, Tramat 0,2, Goltic 0,3 et Vanzar 0,16. Et puis, on a obtenu, avec 4 passages dans chaque modalité, accompagnés d'huile, juste inférieure à 7 sur 10. L'idée, c'était d'augmenter les doses des produits l'un après l'autre pour voir ce que ça pouvait apporter comme efficacité sur ces matricaires. Et on voit qu'on a augmenté le Tramat ou le Goltix ou le Bétanal, on est arrivé à des notes autour de 8 sur 10. Puis, pour arriver à des notes un peu plus élevées, en bas, donc en vert foncé, on a fait 2 kg de Goltix en pré-émergence, ou le Goltix qu'on a monté à 0,8, toujours en cas de passage, toujours avec de l'huile, on a obtenu la note de 10 sur 10. Donc, c'est une des possibilités d'augmenter les doses lors de fortes infestations d'adventices. Mais là encore, ce n'est pas forcément nécessaire tout le temps, puisque
un autre essai en Normandie avec 17 matricaires par mètre carré. Le programme, j'ai envie de dire, de base, que vous voyez ici en orange, avait obtenu dans cet autre essai avec 17 matricaires par mètre carré la note de 10 sur 10. Donc, c'est également d'où l'adaptation en fonction des conditions de la parcelle. L'augmentation des doses peut être nécessaire. Malgré tout, on a regardé également la sélectivité que ça engendrait sur les betteraves. Ici, une moyenne de 4 essais effectués dans le nord de la France et des notes effectuées après le troisième traitement. Donc, vous voyez en vert le programme de base avec le BTGV qui a obtenu la note de 7 sur 10. Une fois qu'on augmente les doses des produits, on est sur des notes à peu près équivalentes de 7 sur 10. Par contre, le BTGV avec l'augmentation des 4 molécules, j'ai envie de dire, on a obtenu des notes de 4 à 5. Donc, augmenter les doses des produits, oui, c'est possible, pas forcément nécessaire dans toutes les situations. Et puis, attention, avec le compromis à trouver avec la sélectivité. Donc voilà, à retenir, je vais aller assez vite puisqu'on en a déjà parlé, observer ces parcelles, adapter en fonction des conditions et puis intervenir sur des adventices très jeunes afin d'obtenir des bonnes efficacités des traitements. Deuxième point concernant les graminées, 2 méthodes sont possibles, la lutte agronomique qui va permettre de diminuer les levées dans la culture et puis la lutte chimique, alterner les modes d'action quand c'est possible. Les conditions d'utilisation devront être des conditions poussantes pour pouvoir avoir une bonne efficacité. Et puis le stade des graminées, notamment des raies gras qui devront être traités au stade 3 feuilles débutage. Ici, une expérience en Normandie où l'agriculteur n'avait pas labouré depuis la dernière rotation de betteraves. Et on voit ici le nombre de raies gras par mètre carré, à gauche après le labour effectué en 2024 et à droite en non-labour. Donc on voit que le labour, dans ces conditions de non-labour, permet de limiter les levées de raies gras dans la culture et est un des leviers. Donc, c'est pas possible forcément dans toutes les situations, mais c'est un levier intéressant dans ces conditions de non-labour lorsque le labour est fait une fois tous les 4-5 ans. Un graphique sur l'apport du désherbage mécanique avec l'efficacité sur raies gras toujours en Normandie. À gauche, on avait un programme chimique effectué le 20 mai, donc une note de 5 sur 10, une note de satisfaction d'efficacité qui n'est pas bonne. On avait déjà un programme chimique assez complet avec clétodime, cycloxidime, plus du sulfate d'ammonium et de lidar. Malgré tout, pour aller rechercher les 7 sur 10 d'efficacité avec le programme chimique, on a dû passer un passage de RC-TRI le 3 juin et un passage de bineuse le 4 juin, donc des passages assez reprochés parce qu'on avait des conditions climatiques un peu difficiles, mais on constate que, et ça sera encore plus vrai en 2025 avec les contraintes réglementaires, que le désherbage mécanique va permettre dans cette situation avec des fortes pressions de raies gras d'aller chercher une efficacité plus satisfaisante. Ce sont des travaux également qui vont être permis dans le cadre du PARFADA, qui est le plan d'action d'anticipation du retrait des molécules qu'on va travailler avec les autres instituts techniques. Vous entendrez parler des projets GRAMI Cible et GRAMI Combi, puisque les graminées vont être au cœur de ces travaux dans les prochaines années afin de trouver des solutions dans la lutte sur les graminées, dans la rotation des grandes cultures. Et puis, lors des traitements, comment améliorer l'efficacité? Donc, vous voyez en bleu les traitements à base de clétodime et puis en rouge à droite à base de cycloxidime. Donc, la clétodime est vraiment indispensable comme molécule. Et puis, on voit le diagramme bleu qui augmente puisque au centurion 1,25 litre. Donc, dans toutes ces modalités, à gauche, vous voyez, on a mis 2 litres d'actirobe et de lidar 0,6. 0,6, on peut en mettre également 0,4 pour diminuer pour améliorer la sélectivité, vont permettre d'apporter le lidar à un autre mode d'action. Et puis, une fois qu'on a apporté centurion 1,25 litre, 2 litres d'actirobe, 0,6 litres d'ISAR, 1 litre d'actimum va également, le sulfate d'ammonium, améliorer l'efficacité. Et puis, en complément, du Stratos à 2 litres, qui va obtenir une bonne efficacité sur ces raies gras et approcher les 10 sur 10. Voilà, pour terminer, JC en a parlé tout à l'heure, je dirais que le désherbage mécanique va être au cœur des prochaines années dans les travaux d'ITB.
Et nous vous convions à une manifestation qui se déroule tous les 2 ans à l'ITB, près de Reims, Désherbavenir, où vous aurez l'occasion de discuter avec les parties prenantes et puis de voir en démonstration les avancées technologiques de ces matériels de désherbage mécanique. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci Cédric. Des questions qui arrivent, notamment, donc tu nous as parlé de la disparition de matière active, tu nous as parlé d'Amimagus, mais qu'en est-il des colzas? Comment désherber des colzas en absence de triflux sulfurométhyle? Pour les colzas, on sait que les colzas, ça lève régulièrement. Le colza peut être géré avec le BTGV. Il sera nécessaire de bien respecter les cadences de traitement et de bien traiter les colzas lorsqu'ils sont au point vert cotylédon. Alors, peut-être que dans le timing nécessaire des différents traitements, cela nécessitera un traitement supplémentaire, puisqu'il ne faudra pas que les colzas, j'ai envie de dire, grossissent de trop, puisqu'il n'y aura pas de rattrapage possible avec le safari en 2025. Donc, bien respecter la cadence des traitements, bien respecter la qualité de pulvérisation et bien veiller à ce que les colzas soient gérés, j'ai envie de dire, lorsqu'ils sont au stade cotylédon maximum. Tu nous as parlé de graminées, de désherbage, d'hercétrie. Que peut-on espérer en diminution d'IFT quand on fait des désherbages mécaniques sur les graminées? Alors la question qu'on s'est posée en gestion des graminées, elle est un peu différente. C'est que dans des situations très difficiles, on va dire, ou qui posent problème de résistance, la chimie ne suffit plus à obtenir des résultats d'efficacité. Et comment obtenir des résultats satisfaisants dans ces parcelles. Donc, dans ces parcelles, on a continué à avoir un programme, comme j'expliquais, chimique assez conséquent, en ajoutant des adjuvants, en ajoutant de l'ISAR, qui est un autre mode d'action, en sachant que l'année prochaine, il y aura non plus des modes d'action qui vont disparaître. Et le désherbage mécanique va permettre d'augmenter l'efficacité dans ces parcelles avec un nombre de… va permettre d'augmenter l'efficacité, mais en gardant le niveau chimique. Après, dans des parcelles où la quantité de régras sera plus faible, on pourrait diminuer un petit peu la partie chimique et compléter avec le désherbage mécanique. Ça fera également l'objet des travaux du Parsada que j'ai expliqué tout à l'heure, où on va ces 5 années d'études vont permettre de mieux appréhender sur l'ensemble de la France la qualité et l'apport du désherbage mécanique en complément de la chimie, puisque la chimie, on voit, elle évolue en permanence avec l'évolution réglementaire. J'ai une question et donc qui est posée sur les régras résistants au FOP et au DIM. Quelles sont les solutions? Donc, ça peut peut-être nous faire un expérimentateur pour 2025 et les années futures dans le Parsada, comme tu en as parlé. Mais quelles sont les solutions alors pour lutter contre ces régras? Alors, si jamais on est avec des résistances avérées au FOP et au DIM et pas au mode d'action 2, et les sulfolinurés, c'est peut-être des cas qui sont encore possibles, même s'il doit y avoir beaucoup de parcelles. L'utilisation du Convido pourrait être intéressante dans ces parcelles, même si elles doivent être minoritaires. Après, dans des parcelles résistantes, on utilisait précédemment l'Avadex ou le S-métolachlore, donc on a vu que ça va être plus compliqué pour 2025. Donc, malgré des résistances, on constate que la clétodime marche encore pas trop mal. Donc, il faut l'adjuvanter, il faut lui apporter l'ISAR. Et puis, après, c'est les travaux de désherbage mécanique qui vont compléter et apporter l'efficacité espérée. Si je peux compléter pour cette partie-là, je dirais que si vous avez une résistance en graminées au FOP et au DIM, ce n'est pas que sur la betterave qu'il faut gérer les graminées, mais sur la rotation entière, que ce soit dans le choix des cultures, c'est d'essayer s'il y a des cultures qui permettent d'utiliser d'autres modes d'action, c'est d'aller
implanter ces cultures-là dans votre rotation sur les parcelles concernées, et c'est de bien faire attention, comme Cédric l'a dit précédemment, hein, c'est à votre pratique culturale avec pas forcément du labour systématique ni du sans-labour systématique, c'est de bien l'alternance aussi des types de travail du sol et la gestion des graminées aussi en interculture avec le travail du sol et aussi en faisant attention à l'implantation de ces couverts pour pas avoir une prolifération aussi des graminées. Donc, quand on a des résistances graves, c'est bien le but du parcelle aussi, hein, c'est d'aller chercher sur toutes les cultures et toutes les solutions possibles, autres aussi que la chimie, pour gérer ces situations-là. Dernière question avant de passer à la cercosporiose, je vois que le temps tourne. Cédric, tu nous as parlé de variétés Smart. Quelle est la différence de rendement avec ces variétés? Alors, à l'ITB, on fait des comparaisons dans les essais variétés chaque année. La différence de rendement était, il y a quelques années, assez grande, mais elle diminue petit à petit. Et puis, on peut estimer qu'aujourd'hui, la différence de rendement est d'environ 5% en défaveur des variétés Smart. D'accord. Merci Cédric. J'ai épuisé les questions sur le chat, donc on va donner la parole à Gaylord qui va nous faire un exposé sur la cercosporiose. Il te reste 10 minutes, Gaylord. En attendant que Gaylord se connecte, donc vous rappelez que tout le diaporama sera disponible sur le site internet de l'ITB, plutôt en fin de matinée, début d'après-midi, qu'une demi-heure après l'issue de la réunion. Mets ta caméra, Gaylord. Très bien, à toi. Alors bonjour à tous. Comme vous le savez, la cercosporiose a encore été une problématique en 2024 sur notre région. Donc je vais vous faire un point sur comment optimiser la gestion de cette cercosporiose afin d'éviter d'avoir des parcelles avec de voir des parcelles avec le feuillage détruit en fin de campagne et ayant un impact sur la productivité de vos parcelles. Donc tout d'abord, je reviens sur un état des lieux de la situation en 2024. Donc, avec les déclenchements des interventions, donc ce graphique est issu de notre réseau d'observation de parcelles, donc qui sont suivis dans le cadre du bulletin de santé du végétal Hauts-de-France. Donc, c'est constitué d'une vingtaine de parcelles réparties sur la Somme et l'Oise. Et donc, vous pouvez voir que pour 2024, la date moyenne du T1 est au 18 juillet, soit plus de 10 jours d'avance par rapport à la date moyenne des moyennes de 5 ans, des 5 dernières années. Donc, qui montre bien une arrivée précoce de la cercosporiose en 2024 sur notre région. On voit également donc la date moyenne du T2 au 8 août et celle du T3 au 2 septembre. Et c'est également aussi, pour ces deux traitements, une avance par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Donc, qui dit une arrivée précoce de la cercosporiose et des conditions en 2024 favorables à son développement, du coup, on a un nombre d'interventions qui a augmenté. Donc, vous pouvez voir sur ce graphique, donc toujours issu de notre réseau de parcelles de surveillance. Donc là, en 2024, on peut voir donc, que toutes les parcelles ont reçu au minimum 2 traitements. Et donc, dans ces parcelles, 79% d'entre elles, donc c'est la barre violette, ont nécessité une 3e intervention. Donc, on voit bien que là, au fil des années, le nombre de parcelles nécessitant 3 interventions augmente et même augmente fortement depuis en 2023 et 2024, puisque, comme vous le savez, on a eu des conditions qui ont été favorables au développement de la cercosporiose ces 2 années. Ces 2 années-là. Donc là, un retour donc, sur la situation en plaine au mois de novembre 2024. Donc, on a pu observer des parcelles avec le feuillage complètement détruit, voire la présence de repousses de feuilles, donc qui sont très pénalisantes pour la productivité. Donc là, ces parcelles étaient implantées avec une variété sensible qui n'était pas adaptée à un arrachage tardif. Et à côté de ça, on avait des variétés donc tolérantes qui présentaient des parcelles où on voyait des parcelles encore bien vertes en novembre, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite. Donc, pour les parcelles qui ont été très fortement touchées par la cercosporiose,
il est important donc de limiter la propagation de l'inoculum pour les années à venir. Donc pour cela, au niveau de la parcelle, il faut obligatoirement labourer pour enfouir les résidus de récolte, mais aussi allonger la rotation et le retour en betterave donc sur ces parcelles concernées. Puis aussi au niveau, la gestion de l'inoculum se fait au niveau des cordons de déterrage, donc en retournant les cordons, en enfouissant les cordons dans des parcelles qui ne seront pas en betterave, bien sûr, l'année suivante, pour enfouir et détruire toutes les repousses qu'on peut avoir sur les cordons de déterrage. Alors, le critère numéro 1, donc pour, on va dire, lutter contre la cercosporiose, c'est bien sûr le choix variétal. Donc ici, sur la photo, vous pouvez voir un essai observatoire maladie où toutes les variétés en expérimentation donc, sont semées et ne reçoivent aucun traitement fongicide. Donc, vous pouvez voir de grandes différences de couleurs avec des variétés encore bien vertes. Là, cette photo date de l'automne et des variétés complètement défoliées. Donc, ce qui prouve bien que chaque variété se comporte différemment vis-à-vis de la cercosporiose, qu'il y a des différences entre variétés au niveau de la tolérance. C'est à partir de notes réalisées sur ce type d'essai que l'on obtient l'indice de sensibilité à la cercosporiose, que vous pouvez retrouver cet indice dans la liste des variétés qui sont recommandées pour les semis 2025. Donc cette liste est disponible dans les pages centrales donc, du betteravier français 1191 du 26 novembre ou directement sur le site de l'ITB. Donc, il est bien évident qu'il est important de regarder, quand vous faites votre choix variétal, il est important de regarder l'indice de sensibilité et de connaître la date d'arrachage de votre parcelle. Donc là, ici, vous avez représenté donc, les variétés Rhizomanie, donc recommandées pour 2025, qui sont classées en fonction de leur sensibilité à la cercosporiose. Donc, sur la gauche, en rouge, vous avez les variétés plus sensibles, donc qui sont à privilégier pour les arrachages de début de campagne. Ensuite, donc, vous avez les variétés en gris, donc qui sont les variétés intermédiaires, donc que l'on peut placer pour des arrachages jusqu'à la fin octobre. Puis sur la droite, vous avez en vert les variétés dites tolérantes, voire même très tolérantes. Donc là, on a 6 variétés tolérantes pour la gamme Rhizomanie et 3 variétés très tolérantes où vous voyez l'indice de sensibilité est beaucoup plus élevé et donc ces variétés sont à réserver pour les arrachages à partir de novembre. Donc le même graphique concernant les variétés nématodes, donc toujours les variétés classées en fonction de l'indice de sensibilité à la cercosporiose, donc toujours de la plus sensible à gauche vers la plus tolérante vers la droite. Et donc, vous voyez que pour les variétés nématodes, le nombre, donc on a 5 variétés tolérantes et très tolérantes, donc, qui sont à privilégier pour les arrachages de fin de campagne. Donc, ce nombre augmente d'année en année grâce à l'innovation génétique. À noter, donc, ces variétés très tolérantes, sur ces variétés-là, l'évolution de la cerco est ralentie, mais elle nécessite quand même une protection fongicide. Hein. Il n'y a pas d'impasse fongicide à faire, elle nécessite une protection, voire selon les années et la pression que l'on peut avoir, peut-être la diminuer, mais en fonction de la pression de l'année, bien sûr. Alors, une fois que votre variété est choisie, il est important, donc deuxième critère, d'intervenir au bon moment. Donc, pour cela, il est nécessaire d'aller observer sa parcelle, d'attendre que la maladie soit présente avant toute intervention, de se référer au tableau des seuils pour déclencher l'intervention. Hein. Il faut intervenir ni trop tôt ni trop tard. Donc pour cela, vous pouvez vous aider en consultant la carte, enfin le OAD Alerte Maladie. Donc c'est un outil qui est disponible sur notre site ITB dans la rubrique outils. Donc c'est une carte où vous pouvez visualiser les différentes parcelles qui sont suivies chaque semaine. Et donc, vous pouvez, en fonction de votre secteur géographique, vous pouvez voir la présence, enfin l'arrivée, la présence de la maladie et puis l'évolution au fil de l'été sur cette carte.
Vous pouvez également vous informer donc, grâce aux notes d'information et alertes SMS qui peuvent être envoyées durant l'été. Donc pour cela, il suffit de vous inscrire pour les recevoir sur le site internet de l'ITB. Alors, pour intervenir, il faut choisir, faut intervenir avec les produits, les solutions conseillées et efficaces. Donc ici, vous avez les solutions conseillées classées en fonction de leur performance sur la cercosporiose. Donc, vous pouvez voir qu'on a le Propulse 1,2 litre, donc, qui est un produit qui a été récemment homologué depuis août dernier pour lutter contre la cerco sur la betterave. Ensuite, vous avez les solutions déjà connues comme le Spiral, l'association Bellanti-Timbal, l'association Passerelle-Timbal ou le Revistar XL. Alors, sur ce graphique, vous pouvez remarquer que lorsque l'on ajoute le produit à base de cuivre qui est homologué sous dérogation, qui est l'Heron SC à 2,75 litres, donc ce sont les points orange sur la droite. Vous pouvez voir que lorsqu'on ajoute ce produit aux différentes solutions conseillées, on a un gain d'efficacité sur cerco assez important qui permet de bien lutter contre la cercosporiose. Alors, ce graphique représente les résultats d'un essai dans lequel on a testé différentes doses d'Heron ajoutées donc à une solution conseillée qui est le Spiral. Donc on remarque que dès lorsqu'on ajoute l'Heron au Spiral, on a un gain important de performance sur cerco. Puis la performance continue d'augmenter lorsqu'on augmente la dose d'Heron SC jusqu'à un optimum de 2,7 litres d'Heron SC qui correspond à 750 grammes de cuivre à l'hectare. Donc là, sur le graphique, vous pouvez voir une légère, très peu de différence entre 750 grammes et 500 grammes de cuivre, donc qui sont les deux doses pivots à utiliser en fonction de la pression cercosporiose de l'année. Alors, ce graphique représente donc les résultats d'un essai où là, on a testé le positionnement de l'Heron SC. Donc, à savoir que sur cet essai comportait 3 modalités où on avait, chaque modalité a reçu 3 traitements. Alors, 2 solutions conseillées à base de triazole et un Heron SC, donc qui a été placé donc soit au T1, soit au T2, soit au T3. Donc, on remarque donc plus on apporte l'Heron tôt, meilleure est l'efficacité sur cercosporiose. Donc, il est important donc, pour valoriser l'utilisation de l'Heron SC de l'apporter dès le T1, dès le premier traitement fongicide. Alors, depuis quelques années, on remarque l'utilisation en pleine de beaucoup de cuivres NFU qui sont associés aux fongicides, donc pour lutter contre la cercosporiose. Donc, on a comparé donc, sur un essai l'Heron SC, donc à 2,7 litres, à un cuivre NFU au même grammage de cuivre. Donc, soit là, pour cet essai de 750 grammes de cuivre à l'hectare. Donc, on remarque bien une meilleure efficacité, comme vous pouvez le voir, de l'Heron SC. De plus, donc les cuivres NFU, donc certains présentent des problèmes de compatibilité avec les fongicides, mais aussi comme les cuivres, notamment chélatés, provoquent des brûlures du feuillage. Ils sont également plus lessivables rapidement que l'Heron et donc ne protègent pas contre la cercosporiose. Donc c'est bien l'Heron SC est bien le seul produit homologué, sous réserve d'une autorisation de mise en marché dérogatoire encore pour 2025, qui est donc pour lutter contre la cercosporiose. Alors, ce qu'il faut retenir donc pour optimiser la gestion de la cercosporiose dans vos parcelles, donc c'est déjà de bien orienter son choix variétal en fonction de sa problématique maladie, mais aussi surtout en fonction de sa date d'arrachage en choisissant vos variétés en fonction de la date d'arrachage, en regardant bien l'indice de sensibilité à la cerco et en choisissant des variétés tolérantes dès les arrachages à partir de novembre.
Ensuite, c'est de s'informer et d'aller bien observer sa parcelle, d'intervenir au bon moment, pas trop tôt ni trop tard, de consulter la carte OAD pour s'informer de l'arrivée, de l'évolution de la maladie et aussi prendre en compte les conditions que l'on peut avoir de l'année, si elles sont favorables ou pas au développement de la maladie. Ensuite, c'est d'intervenir donc avec des produits, des solutions qui sont conseillées, homologuées à pleine dose pour lutter efficacement contre cette cercosporiose. Et enfin, ne pas oublier donc l'intérêt, comme j'en ai parlé, de l'ERON-SC à utiliser donc dès le T1 pour valoriser son utilisation et pour lutter contre la cercosporiose dans vos parcelles. Donc, je vous remercie. Merci Gaylord. J'ai une question qui est revenue sur les variétés Smart. Alors Johan ou Cédric, peut-être, avant de commencer la partie cerco, est-ce qu'il faut modifier la densité de semis pour ces variétés-là? Johan, tu es là peut-être? Pardon, non, en tous les cas, c'est les mêmes densités que pour les variétés traditionnelles. C'est le semis est dans les mêmes conditions, sauf que ce sont des semences qui vont tolérer l'herbicide convido. Donc, pas mal de questions arrivent sur les produits pour la cercosporiose, notamment le Propulse, qui est relativement une nouveauté. On me dit qu'il y a 2 matières actives dans le Propulse. Que penses-tu du rôle de chacune de ces molécules? Voilà, est-ce qu'on peut utiliser une seule des 2 matières actives, qui n'est bien sûr pas homologuée à ce stade, mais as-tu des informations? Oui, le Propulse est composé de 2 matières actives, donc pour moi, les 2 molécules sont importantes. Il est important d'utiliser le Propulse à pleine dose, 1,2 litre, pour lutter contre la cercosporiose. Toujours avec le Propulse, doit-on rajouter de l'ERON-SC avec une dose de 1,2 litre? Oui, en cas de forte pression, l'ERON-SC peut être ajouté avec n'importe quelle solution fongicide. Il n'y a pas de souci. Quelle est la triazole à faire en T1, par exemple, du Spiral ou du Propulse? Après, plutôt, si on est sur une année où on sent que la pression de cercosporiose va être importante, ça serait plutôt de faire en T1 un Spiral à 1 litre associé à l'ERON de litre 7, puis de faire un relais en T2 avec le Propulse à 1 litre 2. L'ERON, doit-on le faire au T1 ou en T1 plus T2? Et quelle est la bonne dose? Tout dépend de la pression. Après, nous, là, comme je l'ai dit, il est mieux de l'apporter tôt, donc dès le T1. Après, le T2, ça dépend de la pression que l'on peut avoir. Et après, si la pression est moins importante, on peut baisser la dose. Je l'ai dit aussi, entre l'utilisation de l'ERON pour notre région, c'est entre 1,8 litre et 2,7 litres, quoi. Alors, tu nous as parlé des BSV, du site internet OAD Maladies. Quand doit-on démarrer la lutte contre la cercosporiose? Je lis clairement la question. Dès les premières tâches selon la méthode IPM ou selon les modèles OAD disponibles? Nous, c'est selon la méthode IPM. On voit une première tâche. Après, il faut prendre en compte aussi les conditions climatiques qui sont annoncées. Dès qu'on voit la première tâche, prendre en compte les conditions climatiques, parce que si on est sur des conditions sèches, l'évolution va pas progresser. Enfin, après, si on est sur des conditions humides avec alternance d'hygrométrie et de chaleur, là, il faut démarrer la protection. Il y a eu des questions qui sont arrivées en cours sur les types de cuivre à utiliser, mais tu as répondu, je pense, aux questions. Je ne vais pas reposer les questions. J'ai épuisé les questions sur la cercosporiose, mais il y a une question qui arrive à l'instant sur les blanules et les scutigérelles. Est-ce qu'il y a des produits efficaces? Alors, je ne sais pas si tu réponds ou si tu laisses la main à Johan. Sur ces problématiques-là, on a le traitement de semences à base de teflutrine qui est le Force 20 SC, qui a une efficacité sur ces problématiques-là.
Mais je le répète, c'est pas que le traitement de semences qui doit être efficace, c'est de bien faire attention à la profondeur de semis et de mettre dans les meilleures conditions ces betteraves pour qu'elles poussent le plus rapidement possible et qu'elles se développent le plus rapidement possible. Alors, une autre question qui arrive aussi, et ça sera peut-être la dernière, parce que je vois que ça se déconnecte beaucoup. Nous étions plus de 80 au début, mais là, on commence à descendre pas mal la participation. On a dépassé l'heure. On me demande s'il y a des résultats avec des résultats d'essais avec Heron en T1 et T2 avec différentes doses. Alors, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, Gaylord. Oui, on a les essais doses. Donc, on va dire que si on part sur une stratégie où on veut en faire qu'un, le plus simple est quand même de faire un traitement à 750 grammes. Si on part déjà dans l'optique d'en faire deux, on peut descendre à 500 grammes, mais je dirais qu'il ne faut pas descendre au-delà si on fait que deux traitements de 500 grammes pour avoir le meilleur gain possible, quoi. Faire le bon ratio technique et économique, ça serait deux applications, on peut descendre à 500, une en T1, on reste à 750. Ok, donc je vous remercie pour votre participation à ce comité technique. Vous rappelez qu'il sera disponible en début d'après-midi sur le site internet de l'ITB. Vous pourrez revoir à volonté en replay tout ce qui était dit ce matin. Donc voilà, et vous rappelez le comité technique spécial Jaunisse le 21 janvier à 9h30 et des herbes à venir dans la Marne à Bétheny le 21 mai et 22 mai pour voir toutes les nouvelles technologies de désherbage mécanique. Bonne journée à tous, au revoir. Merci à tous et bonne journée.